écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On est très heureux encore une fois de recevoir un ami de Radio Ma'arif qui nous avait fait une grosse performance dans la première saison. Il avait parlé de Casablanca. Il revient, Kalim Louissi, qu'on va quand même présenter, architecte, enseignant, vice-président de Casa Mémoire, qu'on a vu beaucoup s'exprimer dans les médias suite au séisme d'El Haouz, parler de l'habitat. Et nous l'avons convoqué. Salut Kalim. Salut Reda. Comment ça va? Alhamdoulilah. T'as convoqué pour en savoir plus. Tu as l'air de maîtriser le sujet de l'habitat rural dans cette zone. Et on a découvert qu'on en savait peu, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs à l'origine de cette plateforme de podcast. Et on t'a demandé de venir nous expliquer comment s'organiser cet habitat dans ce Haut Atlas, en zone non seulement rurale mais montagneuse, et même un peu hostile, disons. Oui, effectivement, c'est un habitat qui s'organise dans une zone hostile. En fait, c'est une sorte d'adaptation de l'habitat aux conditions climatiques, aux conditions socio-économiques, aux contraintes paysagères, à la disponibilité du matériau. Donc il y a une série de facteurs et d'éléments qui font que les habitants de cet Haut Atlas, à travers le temps, ils ont su adapter, transformer et faire évoluer leur logement. C'est pour ça que je préfère parler d'habitat vernaculaire, le vernaculaire étant ce qu'on produit spontanément, mais qui est lié à une contrée, à une... Je préfère vernaculaire à traditionnel. Je préfère vernaculaire à traditionnel parce que traditionnel, on voit à du passéisme. Traditionnel, c'est quelque chose à laquelle on rajoute pas beaucoup. Figé, tu veux dire? Qui est figé, qui est transmise telle quelle. Alors que quand on voit de l'habitat dans le Haut Atlas, il reste contemporain. Il reste, il est encore produit aujourd'hui. Les techniques évoluent et il y a des savoir-faire, certes, et une culture constructive existante qui est transmise de génération en génération, mais elle est au fur et à mesure enrichie par de nouvelles formes d'appropriation et de construction. Et en fait, cet habitat, si on remonte à l'histoire, il serait originaire des tribus Nahaja. Et donc, en fait, les tribus Nahaja qui viennent du Sahara dans un contexte complètement différent à celui du Haut Atlas, ils transmettent une architecture qui va s'installer dans ces contrées et qui va s'adapter au contexte. Alors, première chose, en termes de techniques constructives essentiellement faites de pierre et de terre, c'est des modèles qu'on va retrouver d'une manière plus ancienne chez les Snaja et qu'on va retrouver dans le Haut Atlas d'une manière plus adaptée au climat. Alors, pour comprendre en fait de quoi on parle, alors on parle de l'Adrar Ndrn, Adrar pour montagne et Drn pour les hauts sommets. Donc en fait, c'est une sorte de bande qui s'étend de l'Atlantique dans la province de Souaira, en passant par le Haouz de Marrakech, en passant par Chichaoua, et en allant jusqu'à Etourir. Donc une sorte de bande horizontale. Ça correspond à la partie la plus haute de l'Atlas, d'Ouadran Ndrn. Et en fait, c'est une zone qui est parcourue de vallées et d'oued. Et donc en fait, dans cette zone, les tribus s'installent plutôt le long des vallées. C'est-à-dire, en fait, on va voir, quand on superpose la carte des vallées avec la carte des tribus, en fait, on se rend compte que d'amont en aval, en fait, on va retrouver les mêmes tribus, alors que quand on franchit une montagne de l'autre côté, on a une autre tribu. Donc, en fait, c'est une organisation qui se fait par vallée. Par vallée. Donc, en fait, on a la vallée de Lourika, la vallée de Zat, la vallée de Oued Nfis, la vallée de Riraya, et j'en passe. Donc, en fait, une série de vallées. Sur ces vallées va s'organiser deux types d'habitats. L'habitat du Drn, donc en fait en hauteur, donc on est entre 1000 et 2000 mètres d'altitude en moyenne, et l'habitat du Dir. Alors le Dir, c'est la partie basse, le piémont, donc en fait c'est entre 1000 et 400 mètres, donc en fait on descend plus bas. Alors deux typologies et deux formes d'organisation, on va retrouver dans le Dir une organisation qui serait similaire à celle qu'on va retrouver dans les médinas, donc avec des maisons à patio, etc., avec l'utilisation plus de terre que de pierre. Et en fait, dans le Drn, on va retrouver en fait une organisation très particulière, très intéressante et très atypique d'habitat en douar. Et là, en fait, on va avoir plus l'utilisation de la pierre que l'utilisation de la terre. En hauteur, plus de la pierre que de la terre? Bien sûr, parce que plus on monte en hauteur, plus on a moins de terre,
Donc on est moins dans les vallées, et en fait on a la pierre, 2 types de pierre, la pierre calcaire et la pierre D'accord. schiste, et en fait on a des techniques constructives qui dépendent du village. Et là, il n'y a plus de patio, il n'y a plus de... Non. Ce qui est intéressant en fait dans ces architectures, c'est que, et d'ailleurs on le voit quand on parcourt les vallées, c'est la couleur des villages. Si la forme est quasiment la même, la couleur, elle est la couleur de la terre locale. Bien sûr. En fait, elle va changer en fonction des endroits. C'est pour ça qu'ils se fondent en fonction dans la montagne. Exactement, en fonction de la pierre utilisée, en fonction. Et en fait, c'est un bout de la montagne. C'est le matériau disponible sur place. Alors, on est dans l'utilisation de matériaux géosourcés à 100%. Quand je dis géosourcés, c'est la pierre et la terre, et avec des techniques constructives où il y a très peu de matériaux exogènes. Alors, quand je dis il y a très peu, je parle historiquement. Aujourd'hui, on sait bien que le ciment a fait son apparition et est rentré d'une manière excessive dans ces vallées. Mais en fait, on a heureusement encore quelques douars qui sont préservés, où on n'a en fait que de la construction en matériaux locaux. Quand tu dis heureusement, est-ce que c'est au nom d'une authenticité historique ou au nom de l'efficacité ou au nom de quoi? Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation de cette architecture au contexte, donc en fait elle s'adapte à plusieurs aspects. D'abord, elle s'adapte au paysage. Oui, bien sûr. Ça, c'est même donc pas une architecture qui est adaptée à son paysage et qui est inscrite dans son site et qui est fusionnelle avec son site est meilleure qu'une architecture où on va avoir... Ça, c'est un critère, disons, esthétique, quoi. Esthétique. En plus de ça, en fait, si on est dans l'air du temps, c'est une architecture qui respecte l'écologie, qui respecte les ressources locales et qui ne fait pas appel à des matériaux externes. Elle est bio, quoi. En plus, c'est une architecture qui est façonnée par les savoir-faire locaux et donc en fait qui répond d'une manière la plus fidèle à la culture locale et aux besoins des habitants. Oui, et qui sauvegarde aussi les savoir-faire locaux, etc. Alors, après... Et maintenant, oui, voilà, c'est la suite. Après, on va rentrer dans cette architecture et on va comprendre. D'abord, l'installation de ces douars, en fait, comment elle se fait. Donc, en réalité, l'installation des douars, elle se fait selon 3 strates. Donc, généralement, on a le fleuve, et puis on a les terrains arables. Agricoles. Et au-dessus de ce terrain, va s'installer le douar. Donc, de manière à pouvoir contrôler la zone cultivée et de ne pas être très loin de la ressource en eau. Et en fait, ces douars, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est des groupements familiaux au plus étendu, un groupement de personnes qui cultivent la même terre. Donc, en fait, il y a autant de douars que de propriétés cultivables. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'endroits pour construire dans l'Atlas. On a l'impression qu'on peut construire là où on veut. Là, on entend après le séisme qu'en fait, on peut construire, on peut déplacer des villages, on peut construire ailleurs. Mais le terrain est tellement ardu, est tellement pentu, est tellement difficile qu'il y a très peu d'endroits pour s'installer. Alors ces villages, ils vont s'installer sur les flancs montagneux où il y a une pente pas très ardue et où en fait c'est orienté sud pour éviter justement les orientations les plus défavorables et surtout l'orientation ouest et nord. En fait, il fait froid l'hiver. C'est un climat qui est... alors, c'est un climat qui n'est pas forcément aride, mais il y a une amplitude de température qui est énorme entre la journée et le soir. Donc, il y a une vraie différence de température. Et donc, en fait, ça donne des organisations avec des maisons à étage, pas sur le plat, parce qu'en fait, on est sur la pente. Et donc, des maisons à étage avec des terrasses successives qu'on va utiliser, un peu comme l'Aqsba d'Alger. En fait, on a cette même organisation. Et puis, on fait les villages grecs aussi. Et les villages méditerranéens. Ouais. Effectivement, il y a des similitudes à trouver entre cette architecture vernaculaire et des architectures... Ils sont blancs, ceux-là, ils sont rouges, quoi. Exact. Et en fait, on va retrouver en fait une organisation en ruelle qui n'est pas celle de la Médina. Donc, on n'a pas une sorte d'hierarchisation entre les rues principales, secondaires, etc. Parce qu'en fait, l'espace public est en fait ce qui reste quand on a construit sur les endroits les plus adaptés à la construction. Donc en fait, on a des rues qui vont s'élargir, se rétrécir en fonction des possibilités de construction. Et puis, contrairement à la Médina, en fait, on va arriver du moins intime vers le plus intime. Ici, en fait, dans le douar, c'est l'intimité reine parce qu'en fait, c'est la même famille. Il n'y a pas à chercher d'intimité. Et les rues, généralement, elles vont se prolonger et se finir dans les champs. Donc en fait, on a une continuité entre les rues et les champs. Alors, comment s'organise la maison en elle-même? Elle va s'organiser en plusieurs étages et elle est évolutive. Donc, en fait, on commence par construire le rez-de-chaussée.
Et donc le rez-de-chaussée, c'est généralement, il est le sous-bassement de la maison. Donc en fait, il est souvent en pierre, même quand on est dans le dir. Il est en pierre, il y a très peu d'ouverture. Et le rez-de-chaussée, en fait, après, il va se transformer en l'espace pour accueillir les animaux domestiques de la famille. Les tables. Avec une cour et avec des pièces autour. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a la même organisation spatiale que les étages. C'est dû au fait que dans l'étape 1 de l'évolution de la maison, il est utilisé comme habitation. D'accord. Après, on va construire le premier étage, qui est l'étage familial. Dans la terrasse, on va voir la cuisine. Et on va voir 2-3 chambres en fonction de la taille de la famille. Après, en fait, on a l'étage supérieur où, en fait, on a généralement le salon pour les invités, avec une terrasse qui est plutôt un espace de séjour, de contemplation, parce qu'en fait, il est en face de la vallée. Il regarde l'oued, etc. C'est un espace qui est utilisé... De détente, quoi, disons. Ouais. Oui, qui est utilisé souvent l'été, parce qu'il fait frais, on peut dormir l'été en terrasse. Donc, en fait, on a une organisation en strates, et ça peut aller crescendo jusqu'à la limite constructive En fait, c'est des strates, mais qui se décalent, parce qu'en fait, on suit la forme du terrain. Bien sûr. Et donc, à chaque fois, en fait, on construit sur la pente, et en fait, ça dégage des terrasses au-dessus. Enfin, l'étage inférieur devient la terrasse de l'étage supérieur. Alors, le fait qu'on ait des bétails au niveau du rez-de-chaussée, ça permet aussi, parce que le bétail, la journée, il est dans la cour, le soir, en fait, on les rentre dans les pièces, donc ça permet de produire de la chaleur et de chauffer les étages supérieurs. On a aussi, en fait, des fenêtres qui sont disposées de manière très parcimonieuse et avec des petites... Oui, il n'y a pas beaucoup d'ouvertures, ce que j'allais dire. Avec des petites ouvertures, c'est en fait une sorte d'adaptation au climat. Alors, il y a plus d'ouvertures dans le dir que dans le dam. En bas, ouais, en fait, plus on monte, plus on a des ouvertures qui sont très fines. On a juste des meurtrières au niveau des salles humides et cuisine, et on a des fenêtres qui font 1 mètre par 80, 1 mètre par 60 au niveau des salons. Alors, c'est des fenêtres avec des embrasures. Alors, embrasure, c'est en fait un angle à 45 degrés, que ça soit sur le côté ou en haut. C'est pour permettre de donner l'impression qu'elle est grande. C'est-à-dire, la fenêtre, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ces ponts de mur, parce qu'à l'intérieur, en contraste avec l'extérieur, souvent on est en peinture blanche. Donc, en fait, l'intérieur, il y a du plâtre et de la peinture, ou de la chaux. Et donc, en fait, ces embrasures de fenêtres permettent de rentrer plus de luminosité à l'intérieur. Donc, en fait, c'est ingénieux. On a une fenêtre petite, mais on a en fait une embrasure qui est énorme, qui permet de réfléchir la lumière à l'intérieur. Et donc, voilà, en fait, on a des toitures en bois, ce qui donne aussi la dimension des chambres. Donc, en fait, on a très souvent des chambres plus longues que larges. Oui. Parce qu'en fait, les plafonds sont en troncs d'arbres, souvent des eucalyptus. Donc en longueur? Non, en largeur. Oui, oui. En fait, c'est la largeur du tronc d'arbre qui donne la dimension maximale de la chambre, généralement entre 2,20 et 2,70. Et donc, en fait, par contre, en termes de profondeur, on peut être plus large. Donc, en fait, on a une organisation de ce type pour le village. Au-delà de ça, dans le village, on a un certain nombre d'équipements. Alors, généralement, on a une mosquée. Alors, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui ou ce qu'on a vu sur les photos, parce qu'en fait, les gens ont découvert cette région après le séisme et on a vu des mosquées érigées, construites, tenir encore. Dans le monde traditionnel ou ancestral, la mosquée, en fait, elle n'est pas différente de la maison. Bien sûr. Même la mosquée, elle est construite de la même manière, il n'y a pas de minaret, elle est discrète. C'est une sorte d'habitation. C'est une sorte d'habitation qui fait office d'école coranique, qui permet d'accueillir les visiteurs quand ils sont de passage au niveau du village. On a des moulins, on a des masrats, des sortes d'huileries, en fait, de presse pour l'huile d'olive. Et donc, en fait, c'est ça l'organisation tribale. Par contre, au-delà de l'organisation du village en lui-même, il y a une organisation ingénieuse de tout ce qui est... Excuse-moi, on reste sur les mosquées. Donc on est marocain, on voit la mosquée, on voit les mosquées dans l'espace urbain, on les voit également dans l'espace rural. On comprend, d'après ce que tu nous dis, que dans cet habitat vernaculaire, c'est un édifice qui ne se distingue pas des autres. Il y a quand même la mosquée de Tinmel, qui est historique et qui ressemble à une mosquée telle qu'on les connaît. C'est le paradoxe. Parce qu'en fait, c'est l'exception, tu veux dire? Non, c'est le paradoxe dans le sens où à Tinmel, en fait, on a créé l'archétype de la mosquée Al-Muhad. Ouais, même l'archétype de la mosquée marocaine. Même. De la mosquée. Ça a posé un peu la matrice de la mosquée marocaine dans la forme et dans l'organisation avec le minaret, mais de la mosquée Al-Muhad dans l'écriture architecturale et dans l'architecture Al-Muhad, c'est une architecture monumentale, sobre, avec peu de décoration, à l'image du mouvement politique. Du mouvement politique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'architecture arabo-andalouse, mais qui est en réalité une architecture saharo-berbère.
si on revient à l'histoire... Mustafa Khalili sort de ce corps, s'il te plaît. Je te reconnais. Enlève ton masque. Et non, Comme quoi Mustafa a raison. Je disais le paradoxe, parce qu'en réalité, en fait, quand on est à Tinmel, la mosquée, la grande mosquée Al-Muhad, a été désacralisée, si on veut dire. C'est plus une mosquée où on priait. Et dans le village de Tinmel, il y a une mosquée à côté qui est construite, qui ressemble à une maison. D'accord. Donc c'est là où les gens vont prier. Donc c'est plus un édifice politique, quoi, ou touristique. Aujourd'hui, oui, c'est plutôt enfin aujourd'hui, historique. Avant le séisme. Elle est tombée. C'est plutôt, elle a été beaucoup endommagée, on va dire. Alors j'ai une question. Ce qui a été endommagé, c'est ce qui a été restauré ou ce qui a été fait du temps de Abdel Moumen? De tout. De tout. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la mosquée est dans un état pire à l'état dans lequel elle était avant sa restauration dans les années 90. Donc, en fait, elle est vraiment, vraiment endommagée. Que ce soit le minaret, que ce soit les murs d'enceinte, que ce soit les arcades à l'intérieur. Donc l'exception Tinmel étant posée, on revient au douar traditionnel de basse altitude et de haute altitude. Tu étais en train de nous parler des équipements collectifs, tu nous as parlé de l'organisation spatiale de la maison, tu nous as parlé des voies d'accès, des voies de circulation qui terminaient dans les champs, tu nous as parlé aussi de la difficulté qu'il y avait à trouver un terrain, parce que quand tu ramasses l'orientation sud, la pente pas trop haute, pas trop loin des champs, et près de la rivière, Pas très haut. Pas très haut, ça, c'est vrai que ça réduit beaucoup les critères. Qu'est-ce qui te reste à nous expliquer? En fait, quand on a parlé de l'organisation de ces villages, il y a eu un autre critère ou d'autres éléments patrimoniaux qui rentrent dans cette architecture, c'est l'architecture du paysage, en fait, et le travail qui est fait sur la culture. En fait, la culture dans ces contrées, c'est des cultures en terrasse. Donc il y a un travail énorme de construction de terrasses traditionnelles en pierre, comme on les retrouve dans toutes les cultures de montagne, et puis un système... C'est en Amérique centrale. C'est ça. Et en Asie aussi. Oui, en Asie. Et un système ingénieux et très évolué de gestion des eaux. Donc en fait, Parle-nous de la gestion des eaux. En fait, c'est un système qui va de la source d'eau jusqu'au village en distribuant champ par champ. Oui. Avec des seguias, donc en fait avec un système de... Mais est-ce qu'il y a une notion de, je ne vais pas dire de rationnement, mais de justice, disons, de quelque chose comme ça, par rapport c'est-à-dire, est-ce que si l'eau manque, on a des systèmes pour essayer de la répartir équitablement? Alors l'eau dans ces tribus, historiquement, elle a été gérée par le Jma'a. Et donc en fait dans le Jma'a... Exactement. Et chacun a son tour d'eau, son nombre d'heures... où il va pouvoir pomper, ouvrir la seguia et la fermer. Ça se gère 24 heures sur 24. En fait, il y a des gens qui ont leur tour d'eau à 2 heures du matin, 4 heures du matin, et c'est tout un système ingénieux d'un point de vue politique aussi. Juridique, politique et fonctionnel. Et donc, en fait, c'est un travail très... Ça se fait collégialement, j'ai envie de dire. Ça se fait collégialement avec Jma'a. D'ailleurs, si on parle de cette architecture, son mode de production est un mode de production collectif. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de... Il y a des malmines, mais la force de travail, c'est les gens du village. On fait Twiza pour construire une maison. Alors, Twiza, point technique, ça veut dire travail collectif. Travail collectif. Donc, en fait, de la même manière... C'est le fait de mettre en commun les ressources pour faire quelque chose. De toutes les manières, de la même manière que quand quelqu'un va récolter ses fruits ou labourer son champ, il a besoin d'heures de travail et de force de travail. Donc, en fait, il va faire appel à la Twiza. De la même manière, quand quelqu'un veut construire sa maison, il fait appel à la Twiza. Et en fait, les gens de la communauté se mettent en œuvre collectivement pour construire sous les ordres de Ma'allem, je dis bien, qui ont cette culture constructive locale et ces savoir-faire locaux. Et donc, en fait, ils vont construire de cette manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la disparition de ce mode d'organisation économique, en fait, des tribus, fait qu'il y a des matériaux exogènes qui rentrent dans la ligne de compte et qu'en fait, on commence à construire avec des matériaux nouveaux comme le ciment, le béton, etc. D'accord. Comment ont résisté ces constructions traditionnelles au séisme? Alors, bizarrement, et là, en fait, au début, c'était une constatation. Au début, juste après le séisme, beaucoup d'experts constataient, on était surpris, pas forcément, mais en fait, on a fait le constat qu'un certain nombre de villages
en pierre et en terre, on sait résister, là où en fait des constructions en béton, en ciment n'ont pas pu résister. Après, on se pose des questions, on va fouiner, on va comprendre, on va essayer de chercher. Alors le premier constat d'abord, c'est que des villages anciens. Parce qu'en fait, sur les constructions neuves, qu'elles soient en béton ou en terre ou en pierre, tout a foutu le camp. Parce qu'il y a une perte de savoir-faire. Il y a une perte de techniques constructives, etc. Après, si on creuse, il y a aussi l'un des éléments en fait, qui permet à ces architectures en terre et en pierre de résister, c'est la ductalité. En fait, c'est la ductalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il bouge. C'est le contraire de la rigidité. Ah, c'est les joints, tout ça, les espaces. En fait, c'est le jeu. Le jeu. Voilà, le jeu. Et en fait, ils vont être fissurés sans rompre. Ouais. Si on va avoir des fissures, mais en fait, le matériau, il est plus malléable que du béton. Et moins rigide. Le béton, en fait, quand il casse, il casse. Et donc, en fait, là, on a des matériaux qui sont plus malléables, qui sont plus à même de... Et puis, en fait, il y a des savoir-faire constructifs anciens. Quand on parle du vernaculaire, le vernaculaire, c'est en fait le spontané qu'on produit, mais qu'on produit sur des bases empiriques. Et en fait, on le transmet de génération en génération. On sait que dans les montagnes de l'Atlas, il y a eu des séismes. Les derniers connus, c'est celui, je crois, de 50 et de 55. Donc, en fait, c'est une zone où il y a eu des séismes de temps en temps. Et donc, en fait, les gens ont constaté, ont compris à l'époque pourquoi des villages ont résisté, pas d'autres. Donc, en fait, il y a dans la construction, on rajoute du bois, on rajoute des éléments qui permettent de chaîner le bâtiment et qui permettent au bâtiment de ne pas céder pendant le séisme. Alors, on a fait un petit tour d'horizon de l'habitat dans le Haut-Atlas. Est-ce que c'est typique du Haut-Atlas que tu nous as raconté? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple dans d'autres montagnes, je pense le Rif par exemple, est-ce qu'on va trouver le même genre de... Ou bien on est vraiment dans quelque chose de spécifique? Alors, il y a des éléments de comparaison, mais il y a une spécificité pour chaque région. D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait dans les années 80 par le ministère de l'Habitat et qui a donné lieu à 6 livres sur les architectures régionales. D'accord. D'ailleurs, même quand on parle de l'architecture régionale de la région de Tinsift à l'époque, parce qu'en fait, ça allait de Esfi, Souera, Marrakech, etc., en fait, elle est répartie en plusieurs sous-régions avec des particularités. Là, en fait, on a parlé de l'habitat rural en Atlas. Il y a aussi l'habitat du pouvoir. En fait, l'habitat des pouvoirs, c'est les qsba, des qaïd, etc., qui sont sur une autre forme d'architecture et une autre... c'est des bâtiments de pouvoir, c'est une autre signification, c'est une autre image qu'on veut renvoyer. Et donc, en fait, ils sont c'est un autre objectif aussi. Différents, un autre objectif, qui sont différents de ces architectures, on va dire, d'habitation, et qui sont, pour moi, l'essence de l'Atlas, parce qu'ils sont liés à son territoire. En fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est un habitat qui est le fruit d'une interaction entre le paysage, entre la nature, entre les matériaux existants, entre la culture et en fait le mode de vie des habitants. Donc tout ça donne lieu à une architecture particulière. Eh bien écoute, tu viens de nous confirmer à quel point il est agréable d'entendre les gens qui maîtrisent leur sujet s'exprimer. Merci. C'est un grand moment d'écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait Radio Maalif. Reviens quand tu veux, mon ami, dans un nouveau podcast. Ne vous éloignez pas, on a encore des choses à apprendre. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.